Face à l'augmentation alarmante des infections résistantes aux antibiotiques, une ancienne thérapie suscite de nouveaux espoirs et intéresse de plus en plus le monde de la médecine. Son principe, utiliser les ennemis naturels des germes. On les appelle les phages, des virus qui attaquent et tuent les bactéries. C'est un peu combattre le feu par le feu, mais cela pourrait être la solution à cette crise majeure que traverse la médecine actuellement. Bienvenue dans Xenius. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces virus, les phages, peuvent nous aider à combattre les bactéries. Mais pour cela, il faut d'abord en capturer quelques-uns. Vous voyez cette belle eau qui clapote? Nous sommes dans une station d'épuration près de Brunswick, dans le nord de l'Allemagne. Je ne sais pas trop comment faire. Mais tu ne m'éclabousses pas, hein? Oh mon Dieu! Et voici celle qui nous a envoyés à la pêche aux phages. Christine Rode leur consacre ses recherches depuis de nombreuses années. Dites-nous, pourquoi avoir choisi une station d'épuration? Les phages sont partout où les bactéries dont ils se nourrissent se trouvent, et les eaux souillées en regorgent. On a donc toutes les chances de trouver ici un très grand nombre de bactériophages, c'est-à-dire les prédateurs des bactéries. Il y en a aussi dans les rivières, mais beaucoup moins. Tout à fait. On peut en trouver également dans les fleuves ou les rivières, mais une station d'épuration est la solution idéale. Ça veut dire que le phage a besoin d'eau? Oui, il a besoin d'un milieu liquide, oui. Il m'a l'air dangereusement peuplé, ce flacon. D'après vous, combien y a-t-il de phages là-dedans? Selon les experts, il y en a 10 puissance 7 à 8 par millilitre, 10 fois plus que de bactéries. Il y a de quoi faire. Oui, ça fait un peu peur. Nous verrons plus tard comment on identifie les différents phages qui se trouvent dans ce récipient. Cela promet d'être passionnant. Mais d'abord, braquons notre microscope sur le monde de ces petites créatures si particulières qui ne font qu'une bouchée des bactéries. Les bactériophages sont des virus. Ils sont incapables de se reproduire par leurs propres moyens. Pour cela, ils ont besoin d'un hôte, un organisme vivant. Mais les phages ont la particularité de n'attaquer et de ne détruire que des bactéries. Comment s'y prennent-ils? D'abord, le phage, appelé aussi phage lytique, s'arrime à la bactérie. Il perfore la paroi, puis injecte son matériel génétique dans la cellule bactérienne. Le virus s'y reproduit alors à de nombreux exemplaires. La bactérie finit par exploser et libère des centaines de nouveaux virus qui rejoignent à leur tour les rangs des soldats bactériophages. Lorsque ceux-ci ne trouvent plus d'hôtes, ils sont tout simplement éliminés par l'organisme. Mais tous les phages ne sont pas lytiques. Certains sont dits tempérés. Ils peuvent aussi se reproduire dans la cellule bactérienne et injecter leur matériel génétique dans son ADN. Mais ils prélèvent également une partie du matériel génétique de leurs victimes avant d'aller tuer d'autres bactéries, ce qui est potentiellement dangereux. Les phages tempérés ne se prêtent donc pas à un usage thérapeutique. En revanche, ces virus partagent une qualité intéressante, leur sélectivité. Chaque phage ne s'attaque qu'à une seule souche bactérienne. Contrairement aux antibiotiques à large spectre, les phages agissent donc de façon ciblée. Il existerait un phage spécialisé pour chaque bactérie dangereuse, ou presque, qu'il s'agisse de germes nosocomiaux comme le sarme ou le coli, ou de pneumocoques. Il ne reste plus qu'à les trouver. Gunnar et moi allons maintenant découvrir si notre partie de pêche à la station d'épuration a été bonne. Nous voici à la Banque allemande de micro-organismes et de cultures cellulaires. La découverte des bactériophages ne date pas d'hier. On les a mis en évidence bien avant les antibiotiques. Pourtant, chez nous, on n'a pas poursuivi les recherches. Seuls des pays d'Europe de l'Est l'ont fait. Pourquoi ? Parce qu'en Occident, nous avions plus largement accès aux antibiotiques et nous en avons usé et abusé. Le problème, c'est que les bactéries ont réussi à développer des résistances.
Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine crise des antibiotiques. Voici donc notre butin. J'espère qu'on va y trouver quelque chose d'intéressant. Ça m'a l'air prometteur en tout cas. La question maintenant, c'est comment faire pour récupérer les phages. Et quelles bactéries allons-nous cibler? Cela va nous servir de base. Cette eau contient effectivement un très grand nombre de phages. Nous allons voir si, parmi eux, se trouve le phage capable de combattre la bactérie que nous étudions. C'est ce qu'on appelle le screening. Avec l'hôpital de la Charité de Berlin, nous menons une étude sur les infections respiratoires d'origine bactérienne. Et dans ce contexte, nous nous intéressons à un germe connu sous le nom de bacille pyocyanique. C'est un germe ubiquitaire. On le trouve partout, même en nous, sur nous. Il cause de graves infections pulmonaires et a développé une très grande résistance. C'est lui que nous allons cibler. Et comment fait-on? Nous avons besoin de la suspension de phages et d'un milieu de culture. Celui-ci est à base d'agar-agar. On ensemence ce milieu de culture de manière à former un tapis bactérien. Il n'y a pas encore de phages là-dedans. Non, on n'a pas encore introduit de phages dans cette boîte. Mais dans celle-ci, en revanche, Il y a déjà des phages en action. c'est ça. Nous avons prélevé un peu d'eau de votre flacon et en avons déposé quelques gouttes sur ce bouillon de culture. Vous versez simplement le liquide dans la boîte de pétri. Oui, et s'il contient le phage lithique correspondant à la souche bactérienne spécifique, on le voit très rapidement. Ici, cela apparaît très clairement. La suspension contenait le bon phage. C'est lui qui a creusé ces trous? Oui, Comme les bactéries dans le fromage. c'est ça, oui. Ça veut dire que maintenant, on peut le récupérer. Tout à fait. Et on est sûr que c'est le bon? En principe, oui. On pourrait voir à quoi ressemble notre ami le phage? Bien sûr. On dirait un trou de serrure. Ou Pinocchio. Avec son nez, oui. Ça, c'est notre phage. Oui, vu à travers notre microscope électronique en transmission. On voit bien sa tête et sa queue ici. Sa morphologie est assez typique. Et la bactérie, elle ressemble à quoi? La voilà, le bacille pyocyanique. Il a l'air plus dangereux, lui. Oui, mais il n'est pas vert au naturel. Nous avons ajouté un colorant. Vous voyez son long flagelle? Ce germe peut se développer partout. Imaginons qu'un patient ait une pneumonie. Comment s'y prend-on pour que le phage attaque la bactérie à l'intérieur de ses poumons? Il existe plusieurs méthodes, mais les plus courantes sont l'inhalation, la nébulisation ou la vaporisation. Rien de très sophistiqué. Le mode d'administration est très simple. De quoi le phage a-t-il besoin pour atteindre son hôte? De vapeur d'eau? D'une solution aqueuse? De sang? Le phage n'a pas besoin de sang. Une solution avec le même pH et la même concentration de sels minéraux que dans le corps humain suffit. Les phages sont durs à cuire. Ils sont assez résistants. Donc la solution existe. De nombreux bactériophages sont connus. Mais la phagothérapie peine à s'imposer en Europe de l'Ouest. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, il n'y a pas encore de cadre juridique en Europe qui reconnaissent les phages, les définissent et réglementent l'application de la phagothérapie. D'autre part, nous n'avons pas encore assez de phages. Nous avons besoin de banques qui en mettent suffisamment à disposition et nous y travaillons. Pour cela, nous aurons besoin encore d'un accompagnement scientifique, d'études précliniques. Nous commençons juste à être sur la bonne voie. Mais la recherche sur les phages se pratique depuis longtemps déjà en Europe de l'Est. Ne pourrait-on pas s'en inspirer? Non seulement la recherche sur les virus bactériophages, mais aussi leur utilisation. Toute l'expertise est là-bas, en Géorgie et en Pologne. Nous allons sans aucun doute mettre en place différents programmes de coopération scientifique avec ces pays. C'est un domaine de recherche vraiment passionnant qui pourrait sauver bien des vies. D'ailleurs, en Europe de l'Ouest, on a déjà fait appel aux virus bactériophages dans quelques cas. Carola Hoffmann avait presque perdu l'espoir de guérir. Contaminée par des bactéries multirésistantes lors d'une opération au genou, elle a vécu des années avec une plaie ouverte.
Chaque mouvement, chaque pas était terriblement douloureux. C'était une catastrophe. Les médecins ne voient qu'une solution, l'amputation de la jambe. Mais par hasard, Carola entend parler de la phagothérapie et elle trouve un médecin qui la pratique. L'Europe de l'Ouest tolère tout juste ce qu'elle juge comme un essai thérapeutique à n'utiliser qu'en dernier recours. Mais là, ça fonctionne. La plaie se referme. Je n'en revenais pas. On avait tout essayé jusque-là et la plaie se rouvrait à chaque fois. Alors que là, en très peu de temps et après une seule intervention, elle s'était refermée. À Bruxelles, le chirurgien Thomas Rose a permis à une patiente d'éviter l'amputation. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres médecins, l'augmentation des résistances aux antibiotiques est un véritable défi sanitaire. Si nous ne pouvons plus traiter un germe, cela veut dire que le patient risque de mourir de l'infection. Thomas Rose travaille depuis plusieurs années avec les phages quand tous les traitements classiques ont échoué. Jusqu'à présent, nous avons obtenu de très bons résultats. Des plaies restées ouvertes très longtemps ont pu être guéries. Les patients n'avaient plus de douleur et étaient satisfaits. Le chirurgien voudrait étendre l'accès aux bactériophages à un plus grand nombre. Mais la partie est loin d'être gagnée. À l'en croire, ses collègues en France n'utilisent plus du tout cette forme de thérapie, tant la situation juridique est floue. Thomas Rose, lui, a refusé de se laisser intimider pour le bien de ses patients. Ce qui me motive, c'est que les bactériophages peuvent nous aider à soigner des malades qui ne réagissent plus au traitement classique. On peut déjà les considérer comme notre dernier salut dans la chaîne thérapeutique. Actuellement, l'Europe finance une étude qui pourrait aboutir à la légalisation de la phagothérapie. À Bruxelles, Paris et Lausanne, des patients souffrant de brûlures infectées sont traités aux bactériophages. Les prélèvements de plaies et analyses sanguines permettront de vérifier l'innocuité de cette approche et d'évaluer son potentiel thérapeutique. Thomas Rose est optimiste. Si les phages présentent un risque, à ce jour, non. Nos confrères géorgiens et polonais ne nous ont rapporté aucun cas. Et nous avons fait une étude de sûreté en 2008 pour montrer que leur utilisation n'était pas dangereuse pour le patient. Mais une chose est claire, les phages sont des virus. Donc, des intrus potentiellement dangereux pour notre organisme. Les détracteurs de la phagothérapie craignent que le système immunitaire ne réagisse violemment par un choc allergique. La réaction immunitaire constitue un risque, en effet. C'est pourquoi, dans cette étude, nous analysons de manière très précise les prélèvements sanguins. Une partie d'entre eux est soumise à un dépistage pour détecter d'éventuelles modifications dans le système immunitaire. Pour que la phagothérapie puisse être autorisée, et pas seulement en dernier recours, il doit être clairement prouvé que le traitement est efficace et qu'il ne constitue pas une régression par rapport au traitement courant. À l'issue de l'étude, nous espérons disposer de données et de résultats d'analyse vraiment concluants en faveur de la phagothérapie. Il nous faut prouver qu'il s'agit d'un type de traitement alternatif et complémentaire tout à fait fiable et que l'on peut combattre en toute sécurité les germes résistants au traitement classique avec les bactériophages. Toute une série d'études devra suivre avant que Thomas Rose et ses confrères puissent légalement soigner leurs patients avec des phages. Mais il est clair déjà que ces virus ont du potentiel.
Très prometteur tout ça. Manifestement, les phages pourraient sauver bien des vies. Mais tout principe actif peut avoir des effets secondaires. Nous sommes toujours à Brunswick, à la recherche de phages capables de combattre le bacille thiocyanique, un germe devenu multirésistant. Christine Rode a déjà un candidat dans sa boîte de pétri, fixé sur ce qu'on appelle une biopuce. Oui, et nous allons le placer dans un séquenceur d'ADN pour déterminer s'il s'agit d'un phage tempéré ou lithique. Quelle était la différence déjà? Le phage lithique, c'est celui que nous recherchons. Il se contente de détruire les bactéries. Avec le phage tempéré, il y a un petit risque, parce qu'il peut s'infiltrer dans le génome de la bactérie, puis en ressortir en emportant des gènes de la bactérie avec lui. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Dans le pire des cas, il pourrait emporter avec lui un gène bactérien codant une toxine, par exemple, c'est-à-dire un poison. Donc le phage tempéré est difficile à contrôler. Celui dont on a besoin, c'est le phage lithique, qui se contente de détruire la bactérie. C'est ça. Et nous en avons trouvé un pour combattre le bacille thiocyanique. Sur cette biopuce, nous avons l'ADN, le matériel génétique du phage. Et notre séquenceur, l'un des rares en Allemagne, va pouvoir déchiffrer le génome sous la forme de read, une suite de lettres. Voyons qui est notre candidat. Oui, regardons ça. Le séquenceur d'ADN nous rend sa copie. C'est très coloré, on dirait le trafic routier. Que voit-on ici exactement? Ce sont 3 génomes de phages entièrement séquencés. Celui du haut est un phage lithique. Il lui manque les gènes qui apparaissent en vert chez les 2 autres. Donc, chaque couleur représente une partie du phage. C'est ça. Les parties en rouge correspondent à la structure du phage, sa tête et sa queue. Les parties en jaune correspondent aux gènes qui permettent la lyse. La lyse, c'est la destruction. La destruction des bactéries, oui. Tous les phages en sont capables. Et la partie verte ne concerne que les phages tempérés. Ce sont des séquences génétiques correspondant à ce type de phage. Et ça, nous n'en voulons pas. Celui qui nous intéresse, c'est le phage du haut. Lui seul peut entrer dans notre banque. C'est quel genre de banque? On va le mettre sur un compte? Oui, dans de l'azote liquide. Nous y conservons les phages pendant une longue période, à une température de moins 196 degrés. Dans l'azote liquide, ça m'a l'air d'une mission pour nous, ça. Direction le grand frigo. Ouah, c'est énorme. Madame Rode, combien y a-t-il de phages dans cette cuve? Nous en avons stocké 350 à peu près, dans l'azote liquide. 350 espèces de phages? Oui, tout à fait. Et chacune s'intéresse à des espèces de bactéries spécifiques. Exactement. Mais un virus, ça peut muter. J'avoue que je me sens un peu mal à l'idée qu'on pourrait m'en injecter un qui ne soit pas tout à fait net. Je pense aux dégâts que ça pourrait faire. En ce qui concerne les phages, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ils ne s'attaquent qu'à des bactéries. Oui, mais si le phage est reprogrammé tout d'un coup, c'est possible? Non. La nature n'ira pas jusqu'à infliger aux phages des mutations telles qu'ils deviendraient dangereux pour nous. C'est exclu. En tout cas, vos recherches nous sauveront peut-être un jour. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Nous l'avons entendu, il est essentiel que la recherche sur les bactériophages continue, car de plus en plus de bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Et il n'y a pas que les phages en eux-mêmes qui intéressent les scientifiques. À Ratisbonne, en Bavière, un groupe de chercheurs place beaucoup d'espoir dans une protéine produite par les phages. Plusieurs chercheurs dans le monde se sont fédérés autour de ce projet « Apprendre des phages ». Leur but, combattre les bactéries
comme le font les phages depuis toujours. C'est comme cela, par exemple, que des chercheurs de Ratisbonne ont conçu l'artilésine. L'artilésine agit très vite. En 5 minutes, elle est capable de détruire 99,9% de bactéries de toutes sortes contenues dans une éprouvette. Voilà qui paraît sensationnel. Comment cela fonctionne-t-il? L'élément déterminant de ce médicament est l'endolysine, une protéine que les chercheurs ont isolée dans le cycle de vie du phage et qu'ils ont ensuite modifiée pour l'utiliser contre un maximum de bactéries nuisibles. Cette dernière ne se comporte pas comme le phage lui-même. Lors de l'attaque, le virus s'introduit dans la bactérie, s'y reproduit, puis utilise sa protéine pour dissoudre la paroi cellulaire de l'intérieur. L'artilésine, elle, combat la bactérie de l'extérieur. Elle se pose sur la paroi cellulaire et détruit sa structure. La pression à l'intérieur de la cellule est telle qu'elle finit par exploser. On peut même le voir au microscope. Nous avons trouvé les éléments constitutifs de l'artilésine. Et ils fonctionnent très bien. Il ne nous reste qu'à les adapter à différentes bactéries. Théoriquement, il est possible de concevoir pour chaque bactérie une artilésine qui la tuera. Cela nous permettra de disposer d'un outil capable de remplacer les antibiotiques. C'est du moins ce qu'espèrent les chercheurs. Ils sont déjà parvenus à concevoir une artilésine pour combattre le bacille pyocyanique. Et ils l'ont testé en laboratoire. On le voit dans l'éprouvette, quelques gouttes d'artilésine suffisent pour détruire les bactéries. Le liquide se clarifie. Étape suivante, un organisme vivant. Après la boîte de pétri, nous avons commencé par les essais les plus simples qui soient sur des animaux, avec de petits vers. Nous avons constaté que la protéine agissait. Puis nous avons fait des tests de tolérance sur des lapins et n'avons relevé aucun effet secondaire. Des essais sur des premiers patients ont suivi. Cette plaie était infectée par des germes multirésistants. Elle ne se refermait pas et il y avait un risque de septicémie. La situation était telle que la vie du patient était menacée. Comme nous ne disposions pas d'antibiotiques capables de détruire les germes, le patient aurait pu mourir de l'infection. Les médecins ont traité le patient à l'artilésine en spray et les premiers résultats de cet essai thérapeutique ont été foudroyants. Nous avons entamé le traitement en appliquant la solution diluée sur les bords de la plaie. Et la guérison s'est amorcée rapidement, au bout d'1 ou 2 semaines. Plus tard, nous avons augmenté les doses en l'appliquant jusque dans les profondeurs de la plaie. Et aujourd'hui, après 1 an et demi de soins, elle s'est presque entièrement refermée. En application externe, la protéine du phage sauve manifestement des vies. Elle pourrait être efficace aussi en inhalation, dans les cas de pneumonie. Mais peut-on l'injecter directement dans le sang? Les chercheurs veulent maintenant savoir si l'artilésine peut être efficace en cas de septicémie. Nous avons fait des tests de tolérance sur des souris en leur injectant de l'artilésine dans le sang. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu d'effet secondaire. Concernant cette application, les essais n'en sont qu'à leur balbutiement. Théoriquement, à partir des phages, on peut fabriquer une protéine correspondant à n'importe quelle bactérie. Et comme le phage, elle ne détruira que les bactéries ciblées. L'un des grands avantages de l'artilésine sur les antibiotiques, c'est qu'elle n'attaque que les mauvaises bactéries, pas les bonnes. Ainsi, les bactéries dont nous avons besoin demeurent dans l'organisme et le système immunitaire reste stable. Des perspectives prometteuses. Les chercheurs ont encore beaucoup de pain sur la planche, mais les phages et les lysines sont 2 combattants de choc face aux bactéries multirésistantes. La phagothérapie pourrait être officiellement autorisée d'ici quelques années. Et d'après son fabricant, l'artilésine est prête à être mise sur le marché.
Je crois que nous avons découvert là un pan important de la recherche. Il est clair que de plus en plus de bactéries développent des résistances aux antibiotiques. Nous pourrions bien avoir besoin d'une nouvelle arme contre les microbes, et plus tôt qu'on ne le pense. Et dans ce combat, les phages ont sans doute un grand rôle à jouer. Ils suscitent beaucoup d'espoir en tout cas. Mais laissons le temps aux chercheurs d'en avoir le cœur net, car les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis, même s'ils ont une bonne tête. Tel que je connais Caro, elle va en faire notre mascotte. Comment s'appelle-t-il? Fagot. Super. On vous dit à la prochaine. Ça te laisse le temps de trouver mieux. Phagien? Phagien.